Quand j'ai trouvé une assiette en carton froid recouverte de papier d'aluminium assise sur mon porche, j'ai pensé que c'était une erreur. Mais quand j'ai décollé le papier d'aluminium et que j'ai vu une seule tranche de dinde, une boule de purée de pommes de terre congelées et un SMS de ma mère disant « Nous ne voulions pas encombrer la voiture. Profite de ton dîner. » Mon cœur s'est complètement brisé. Alors que je me tenais sous la lumière vacillante du porche dans l'air glacial de novembre, mes parents conduisaient ma petite sœur dorée à travers l'État pour un somptueux dîner de Thanksgiving en famille dans la propriété de mon oncle milliardaire. Un dîner pour lequel j'avais passé 3 semaines à préparer des accompagnements. Ils pensaient qu'ils pouvaient me traiter comme un chien errant indésirable et je l'accepterais simplement. Ils n'avaient aucune idée que ce soir était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je suis allée à l'intérieur, j'ai emballé toute ma vie dans 4 valises et j'ai disparu. Je m'appelle Audrey et j'ai 34 ans. Aussi loin que je me souvienne, mon existence a été définie non pas par qui je suis, mais par qui je ne suis pas. Je ne suis pas Chloé. Chloé, c'est ma sœur cadette, une fille qui a passé toute sa vie enveloppée dans la couverture chaude et suffocante de l'adoration absolue de mes parents. Dans notre foyer, Chloé était l'enfant en or qui ne pouvait commettre aucun péché, tandis que j'étais le fantôme invisible qui faisait fonctionner les machines de notre famille. Si Chloé se grattait le genou, le monde s'arrêtait. Si je gagnais une bourse universitaire, cela se heurtait à un hochement de tête distrait et à un rappel de dresser la table du dîner. J'ai passé des décennies à absorber les coups émotionnels, à me convaincre que si je travaillais plus dur, cuisinais mieux et donnais plus de moi-même, mes parents me regarderaient enfin avec la même chaleur fière qu'ils lui réservaient exclusivement. L'illusion a finalement volé en éclats 3 semaines avant Thanksgiving. Ma mère m'a appelée, sa voix dégoulinante d'une urgence inhabituelle et douce qui a immédiatement fait monter ma garde. Elle a expliqué que mon oncle milliardaire Arthur organisait un somptueux dîner de famille dans son vaste domaine à travers l'État. C'était une affaire de la haute société. Le genre d'événement sur lequel mes parents comptaient désespérément pour prétendre appartenir à un échelon social supérieur. Mais au lieu d'une véritable invitation, son appel était une liste de demandes. Elle avait besoin de moi pour préparer 3 de mes accompagnements gastronomiques signature, des recettes à forte intensité de main-d'œuvre qui ont nécessité des journées de shopping et un travail de préparation méticuleux. Ainsi, il pourrait être les présenter comme faisant partie de la contribution de la famille. Désireux de plaire, j'ai accepté, pensant que c'était ma chance de m'asseoir enfin à table sur un pied d'égalité. Le matin de Thanksgiving est arrivé et j'ai versé mon cœur dans ces plats. J'ai passé 6 heures à rôtir des pommes de terre à l'ail, à cuire une tarte aux pacanes et à perfectionner un soufflé au canneberge. Vêtue de mes plus beaux vêtements, je me suis assis près de la fenêtre, attendant l'arrivée de ma famille. À précisément 2 heures, j'ai entendu leur voiture s'arrêter dans l'allée. Je me précipitais vers la porte d'entrée, un sourire se forma. À travers la vitre, j'ai regardé mon père sortir. Il n'a pas marché vers la maison ni levé les yeux. Au lieu de cela, il a précipitamment laissé tomber une assiette en carton enveloppée de papier d'aluminium sur mon porche en béton, a tourné le talon et s'est précipité vers la berline. Sur le siège passager, Chloé riait hystériquement à son téléphone. Ils ont immédiatement filé, laissant un nuage d'échappement dans l'air glacial. J'ai ouvert la porte, ma poitrine se serrant alors que le vent frappait mon visage. Là reposait l'assiette fragile. Sous le papier d'aluminium se trouvaient des restes tièdes de dinde et des pommes de terre congelées. Soudain, mon téléphone a sonné avec un texto de ma mère. Nous ne voulions pas encombrer la voiture. Profite de ton dîner. La cruauté pure de cela m'a paralysée. Ils avaient sorti mes places d'accompagnement du réfrigérateur la veille, s'assurant que leur propre festin était parfait, tout en me jetant comme une poubelle. J'ai regardé le texte, complètement engourdi. Quelque chose a changé. Je suis content de t'avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville ou le pays d'où vous regardez, afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Debout sur ce porche glacial avec une assiette pathétique de restes dans mes mains, une chose étrange s'est produite. La tristesse écrasante que je m'attendais à ressentir n'est jamais venue. Au lieu de cela, il a été remplacé par une vague de clarté cristalline absolue.
La fille désespérée et désireuse de plaire qui avait passé 34 ans à mendier des miettes d'affection est morte là-bas sur cette étape concrète. J'ai réalisé avec une certitude parfaite que vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer, et j'avais entièrement fini d'essayer. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai posé l'assiette sur le comptoir sans goûter une seule bouchée, et je suis allée directement dans ma chambre. J'ai sorti mes grosses valises du placard. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste emballé méthodiquement, pliant mes vêtements et rassemblant mes documents légaux. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai tranquillement liquidé mes actifs locaux, vendu mes meubles en ligne pour tout ce que je pouvais obtenir et informé le siège social national de mon travail à distance que je demandais un transfert permanent vers leur division régionale de la côte Est. J'ai acheté un aller simple pour Boston, mettant exactement 3000 miles entre moi et l'environnement toxique qui m'avait étouffé pendant des décennies. Avant de monter dans l'avion, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Je n'ai pas envoyé de texte d'adieu dramatique ni demandé d'explication. J'ai simplement parcouru mes contacts et bloqué définitivement ma mère, mon père et Chloé. J'ai supprimé mes comptes personnels sur les réseaux sociaux et rompu les liens avec quiconque pouvait leur fournir des informations. J'ai complètement disparu dans le matin glacial d'hiver, ne leur laissant absolument aucun moyen de me retrouver. 7 ans se sont écoulés en un clin d'œil. À Boston, je n'ai pas seulement survécu, je me suis complètement refait à partir de zéro. La femme silencieuse et invisible qui demandait autrefois la validation de sa famille a disparu, remplacée par une consultante d'entreprise confiante et très recherchée. J'ai gravi rapidement les échelons professionnels, construit un beau cercle d'amis authentiques et j'ai épousé un homme merveilleux qui appréciait réellement ma présence. Pour la première fois de ma vie, je savais à quoi ressemblait une véritable sécurité émotionnelle. Je n'ai jamais regardé en arrière et je n'ai jamais déverrouillé le coffre-fort numérique où j'avais enterré les souvenirs de ma vie passée. À mon insu, cependant, la justice cosmique se déroulait tranquillement à 3000 km de là. Libérés de mon influence stabilisatrice, mes parents avaient investi chaque centime de leur retraite et de leurs économies dans le mode de vie de plus en plus chaotique de Chloé. Ils ont financé aveuglément sa boutique de mode ratée, ses somptueuses vacances d'influenceuse et sa montagne de dettes de cartes de crédit, le tout pour maintenir l'illusion de son statut doré. À la 7e année, l'argent était complètement à sec, laissant mes parents au bord de la faillite totale. La collision de nos deux mondes s'est produite complètement par hasard lors d'un gala d'entreprise haut de gamme au centre-ville de Boston. Mon entreprise parrainait l'événement et je suis arrivée élégante, vêtue d'une robe de soirée de créateur en tant qu'invitée d'honneur VIP respectée. Alors que je marchais vers la salle de bal principale, je me suis arrêtée net sur mes traces. Là, debout derrière les lourds rideaux de velours du bureau d'inscription et de restauration de l'événement, se trouvaient ma mère, mon père et Chloé. Vêtus d'uniformes de serveurs bon marché, ils essayaient désespérément de distribuer des amuse-gueules et de distribuer des étiquettes de noms, essayant avec impatience de côtoyer des clients fortunés pour se sauver d'une manière ou d'une autre de la ruine. Au moment où les yeux de Chloé ont balayé la foule et ont atterri sur moi, sa mâchoire tomba littéralement. Elle poussa frénétiquement ma mère du coude, pointant un doigt tremblant manucuré dans ma direction. En quelques secondes, tous deux ont abandonné leur poste au bureau d'inscription, poussant devant de riches cadres pour me joindre. Ma mère a instantanément éclaté en un flot de larmes théâtrales et haletantes, jetant ses bras autour de moi avant même que je puisse reculer. Elle sanglotait bruyamment, affirmant qu'il me cherchait désespérément depuis 7 années angoissantes et que laisser cette assiette en carton froide sur mon porche n'était qu'un malentendu stupide et tragique qu'il regrettait chaque jour. Chloé se tenait juste à côté d'elle, hochant rapidement la tête avec un regard de sympathie intense et synthétique collé sur son visage. Mais je n'étais plus la naïve fille de 34 ans qu'ils avaient abandonnée. Je restais parfaitement immobile, ma posture rigide, refusant de retourner l'étreinte. Alors que ma mère s'éloignait, ses yeux scrutaient avidement mes bijoux coûteux et ma robe de créateur, et la véritable motivation derrière leur soudaine dépression émotionnelle est devenue incroyablement claire. Je ne leur ai pas manqué. Ils se noyaient. Ma mère se pencha rapidement près d'elle, sa voix se baissant vers un murmure frénétique et désespéré.
Elle a contourné toutes les vraies questions sur ma vie et a pivoté directement vers leur grave ruine financière. Elle a commencé à raconter une histoire sanglante sur la façon dont la banque menaçait de saisir leur maison, comment les dettes croissantes de Chloé les écrasaient et comment j'étais moralement obligée, en tant que leur fille, d'utiliser ma richesse évidente pour les renflouer de ce désastre. Ils croyaient en fait qu'ils pouvaient me manipuler pour me ramener dans le piège. J'ai regardé leur visage désespéré et j'ai forcé un sourire calme et docile. Je leur ai dit que nous ne devrions pas provoquer de scène lors d'un gala d'entreprise très médiatisé, et je les ai plutôt invités à me rencontrer dans la salle de conférence privée de mon entreprise au centre-ville le lendemain matin pour discuter d'un arrangement financier permanent. Une vague d'immense soulagement a submergé mes parents et Chloé. Ils échangèrent ce regard familier et suffisant de compréhension mutuelle, croyant clairement que la fille crédule et désireuse de plaire retournait tout de suite dans leur piège. Quand ils sont entrés dans l'élégant immeuble de bureau le lendemain matin, ils souriaient brillamment, rayonnant pratiquement de triomphe. Mais au moment où ils se sont assis, je n'ai pas ouvert de chéquier. Au lieu de cela, j'ai glissé un épais dossier de manille sur la table en acajou. Chloé a sorti le document, s'attendant à un virement bancaire, mais son visage est instantanément devenu d'une teinte blanche maladive. Ce n'était pas une bouée de sauvetage financière. C'était une injonction formelle du tribunal appuyée par une montagne de preuves rassemblées par mon équipe juridique privée.